que je ressens particulièrement et un vrai plaisir que d'animer cette conférence dans le cadre de la fondation Feu Cheikh Aboubacar Kadiri. Cheikh Aboubacar Kadiri était certes un grand patriote, comme tout le monde le sait, mais il était aussi un mélomane et un mélomane averti. C'est-à-dire qu'il connaissait les fondements de notre grande musique. Et ce mélomane a toujours apprécié, encouragé aussi bien l'art de la musique andalouse que l'art marocain en général et que la culture nationale aussi. En particulier le fait que notre culture soit une culture à la fois authentique et à la fois ouverte sur le monde. Il va sans dire que nous ressentons tous un privilège que d'appartenir à une nation dont la diversité et la richesse de son patrimoine artistique, sous toutes ses formes d'ailleurs, traduit à la fois sa profondeur historique, sa diversité géographique et sa richesse sociologique. De ce patrimoine et dans sa diversité, la musique andalouse n'est pas une simple pièce d'un puzzle, mais elle fait partie d'un ensemble qui raconte à sa manière, elle raconte à sa manière, par la mélodie, par le rythme et par la poésie, qu'elle fait partie intégrante de notre patrimoine culturel national. Musique andalouse, musique maroco-andalouse, musique arabo-andalouse, elle a tous ces termes, bien sûr, se valent, mais l'essentiel, ce qui m'importe là, c'est que le Maroc est et restera le principal dépositaire de ce patrimoine. C'est ça ce qui est important. Quand on dit qu'il est arabo-andalouse, d'ailleurs, le terme de Tarab el-Ala, c'est un terme qui me fait un peu sourire et qui désigne quelque chose de réel. Tarab, c'est l'extase, el-Ala, c'est l'instrument. C'est-à-dire, imagine l'instrument, Tarab el-Ala. Et ça nous rappelle les premiers moments de la musique andalouse où les compositeurs composaient la musique d'abord et parfois s'arrêtaient à la musique. La preuve en est que si on prend maintenant le Boumnaj Haïk, il n'y a pas une seule sna qui va raconter les tempéraments. Parce que dans la musique andalouse, il y a cette relation avec le tabac, les tempéraments et la mélodie. Donc, il n'y a pas un seul poème qui parle de ça. Par contre, il y a des poèmes qui vont parler d'une autre phase, comme on va le voir. C'est la phase où on raconte effectivement la luminosité. On va voir comment chaque moment, imagine chaque heure, ça ne veut rien dire, mais chaque étape du mouvement du soleil, effectivement, engendre une perception, et cette perception nous fait effectivement, nous donne l'occasion d'une expression particulière de nos sentiments. On va le voir un petit peu. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y a Tarab el-Ala, et puis il y a le langage d'Emna, dialectal, l'Awadi. Le Kapoulou l'Awadi, le Kapoulou l'Ali, elle signifie quelque chose. Lorsque je parle de l'Awadi, c'est l'instrument, lorsque je parle de l'Ali, c'est l'instrument. C'est-à-dire que l'instrumentalisation, l'instrumental dans la partie musicale est très importante. Bien sûr, il y a la poésie qui est encore très très riche, mais il y a aussi la musique. Donc, un patrimoine qui témoigne encore à la lecture des poèmes chantés, c'est-à-dire Sna, de deux particularités qui me semblent essentielles. La première, c'est une évidence, mais qui n'est pas tellement évidente. Al-Ala est une musique urbaine. J'ai rien dit, mais j'ai dit beaucoup de choses. Parce qu'en disant musique urbaine, c'est-à-dire une musique qui se chantait par les urbains, qui étaient plus sensibles au mouvement de la luminosité du jour qu'à l'enchaînement des saisons. Bien sûr, le monde agricole, le monde rural, etc., ils vont être très sensibles à l'été, ce qui n'est pas le cas des urbains qui sont très sensibles. Donc, c'est une musique urbaine chantée par les urbains. Deuxième chose, et ça me semble encore plus important, c'est que, toujours à la lecture du Sna, parce que ma seule référence là,
ce n'est pas autre chose que la lecture directe des snars de musique andalouse qui racontent énormément de choses. Alors ces snars vont nous raconter quelque chose de très important, de très décisif. C'est qu'un art ne chante pas le paradis perdu. Elle chante le paradis tel qu'il a été vécu. Et la différence est énorme. C'est-à-dire, lorsque nous chantons, d'ailleurs mon maître, il me disait, oh là, il n'y a pas de nostalgie d'une époque révolue, etc. Il y a ça aussi, c'est important de savoir. C'est-à-dire que nous sommes en train d'écouter une musique telle que l'a chanté les gens à la période andalouse. Et non pas des gens qui sont venus de l'Andalous et qui ont la nostalgie d'un moment de leur vie, etc. Et je crois que c'est important à le préciser. Donc, le paradis tel qu'il a été vécu, il nous est encore raconté dans un répertoire que nous écoutons toujours avec la même passion que les générations qui nous ont précédés. Ainsi, notre musique a certes 1000 ans d'histoire, mais elle nous parle toujours au présent. Elle établit un dialogue avec nos ressentis, grâce à l'esprit de ses mélodies et à la subtilité de sa poésie. Une poésie qui, malheureusement, on va le voir, a beaucoup souffert, la musique andalouse. Même la mélodie, mais la poésie a beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait un problème de mémorisation. Et on a utilisé les mêmes poèmes qui étaient faciles à retenir, qu'on a calqués dans différents snars, parce que les gens, à peine s'ils arrivaient à retenir la musique. Donc avec cette méthode, qui est une méthode logique et intelligente, ça permettait effectivement de fixer la musique à travers des poèmes qui sont très répandus. D'ailleurs, c'est pour ça que nous retrouvons les mêmes poèmes dans les différentes musiques, dans les différents misaines. Et on a l'impression que c'est une répétition, non, c'est une approche didactique qui a pu sauver notre musique andalouse. Alors nous, par cette musique-là, lorsque effectivement nous sommes sensibles à la relation entre la musique et le moment de la journée, elle nous apprend toujours, à chaque fois où je la chante, en tout cas, ça m'apprend tout simplement à donner du sens au mouvement des nuits. Lorsque je chante quelque chose, le coucher du soleil, je donne de l'importance à ce moment, je le vis. Il me raconte quelque chose. Lorsque je chante quelque chose au lever du soleil, et surtout moi qui me lève très très tôt, j'apprécie énormément, à des moments qu'on va voir d'ailleurs, ces moments de lever du soleil, comment le jour, c'est ça ce qui est important, la musique nous raconte comment le jour, c'est l'accouchement du jour, de la nuit finissante. Comment la nuit, elle donne vie au jour et elle meurt. C'est une relation extrêmement intéressante. On va le voir pour la poésie. La nuit enfante le jour. Et on va le fonder par étapes. Et on va voir les étapes. Ce n'est pas uniquement on passe du jour à la nuit, non. On va passer par les étapes de l'aube, Sahar, le Fajr, le Sob. Et chaque moment, il est raconté par la musique. Et lorsqu'on vit ça, on donne une importance extrêmement forte au moment vécu. Parce que généralement, nous sommes pris par la routine, par les problèmes de la vie, et on ne donne pas beaucoup d'importance à cette notion de temps. Et vivre ce temps, c'est intérioriser quoi? C'est intérioriser une dynamique. Une journée n'est pas la même du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Et entre parenthèses, maintenant, vous connaissez tous Shamsul Hashi. Shamsul Hashi, non seulement elle va raconter la fin du jour et la naissance, mais ce n'est pas encore la naissance, c'est la mort du jour. Le jour mourant, la musique est plutôt pathétique, on est plutôt romantique, c'est un moment extrêmement important. Et c'est la fin du jour.
Le jour, donc on a peur aussi du soleil protecteur. Et il y a la nuit qui vient. Et la nuit, elle va venir par étapes. Il y a le Maya, bien sûr, qui va raconter la fin du jour. Il y a Gharibat al-Hussein qui va faire le deuil du jour qui est mort. Et il y a Smehan qui va donner une première étape à la nuit qui commence. Et tout ça, ça a du sens. Et lorsqu'on a cette approche, je crois que ça augmente un peu l'intensité du vécu de la journée. Donc, cette musique, elle a une poésie de grande subtilité et elle nous permet de donner du sens, de jour comme de la nuit, comme je le disais, à chaque moment vécu. Nous aurons donc le plaisir d'illustrer cela de manière très directe par la musique, en particulier à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, les étapes de la naissance du jour. Il n'est pas sans intérêt que cette musique nous est arrivée aussi grâce à des générations et des générations passées. C'est une musique qui s'est construite pendant 1000 ans. Elle n'a pas été composée il y a 1000 ans. Il y a une grande différence. Elle s'est construite pendant 1000 ans. Et c'est ce nombre de siècles, chaque fois, il y a des interprétations nouvelles, il y a des compositions nouvelles, il y a des... Donc, notre histoire, souvent, on a un problème. On a l'impression qu'il n'y a pas d'évolution dans notre histoire. Et ça, c'est une erreur. L'évolution existe, mais il n'y a pas de coupure dans notre histoire. Et il y a des révolutions, si vous voulez, des choses brutales. Notre histoire est un continuum d'anciens qui est pénétré par le nouveau et qui donne quelque chose de différent. Et ça se fait comme ça, en douceur, et on a l'impression qu'il n'y a pas eu de changement. On va le voir, il y a eu beaucoup de changements pour la musique andalouse. Ce qui me permet de dire à quelqu'un qui vient me dire « Ah, je veux la musique ancienne, etc. » Oui. En quelle étape? Tu te réfères à quelle étape? Ce ne sont pas les mêmes étapes dans l'évolution de la musique andalouse. Donc il faut avoir une perception, une conception dynamique, et que dans notre patrimoine, il y a une seule vérité. La seule vérité. La seule vérité, c'est le changement. Mais c'est un changement qui est diffus, qui est discret, qui est profond. Ce n'est pas un changement qui est fait avec des ruptures, où on passe d'une phase à une autre, etc. Non. Et d'ailleurs, ça explique aussi même la dynamique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout change, mais change d'une manière très subtile. Donc, il faut effectivement rendre grâce à plusieurs générations qui nous ont précédées et qui nous ont permis d'hériter un si bel ouvrage, un répertoire de l'ordre de 120 heures de chant et de musique. Si on veut quantifier, si on prend la musique marocaine, maroco-andalouse, pratiquement 120 heures en chant et en musique. Et comme le disait mon ami ici, ami public, 120 heures brutes. Le net, parce qu'il y a des répétitions, effectivement. Ces répétitions, on va les enlever, ça donne 115 heures. 115 heures de musique, c'est un héritage considérable. Donc, un héritage si riche, et comme je l'ai dit, c'est sur plusieurs siècles, ça va très loin, de Zaliad, de Offenbach, etc. Et pour avoir les plus récents, si vous voulez, c'est bon, les images de Frédéric, Frédéré, Frédéric, Moé, tout ça, ce sont des grands noms, c'est des gens qui ont apporté à cette musique, qui ont peut-être même sacrifié leur temps et leurs ressources pour préserver cette musique. On va voir comme quoi là, il y a une méthodologie qui s'est créée à travers le temps, une méthodologie qui a permis effectivement de garder en mémoire à travers plusieurs siècles un patrimoine qui est basé sur une musique qui n'est pas écrite, une musique uniquement transmise de bouche à oreille. Et pourtant, elle a pu être préservée, c'est un miracle. C'est un miracle, oui, mais il y a une méthodologie à ce miracle. Et on va le voir. Donc, voilà, là, ce sont là, si vous voulez, ce sont mes deux oncles. Et Mehmet et Aslan, c'est les oncles de mon frère, mon grand frère, parce qu'on n'a pas les mêmes mères. C'est eux qui lui ont appris la musique andalouse. Bibi Aslan, ben voilà.
وهذا حبيبي أحمد هذاك الكمانجة. Et là, je me rappelle, le Habibi Achlam, pour ça rejoint un peu le thème, c'était quelqu'un qui est mouaqit, ou les gars de l'awqat salat, mais qui sont des vieux, qu'est-ce qu'il faisait? Qui يطلع السطح دار البارود ضرب في الكينان كيطلع السطح يجبد الكمانجة وكيبقى يغني على طول السحب يوميا il passait son temps à appeler le soleil, le vent, et s'énerver. Donc, Naya, bon, bien sûr, ils sont plus connus. Naya, puisqu'il y a des douaniers parmi nous, il y a un Fichevri. Naya, c'est un de Mana. Naya, Jaïdi, et Jaïdi. Voilà, هذا قسم النظام. كلهم العادات يقولوا فقيه ستادير ماشي الفقه في الدين، الفقه في الادب. بحال الملاحم النوبيلي كان راجل فقيه، ستادير كان اديب، كان عنده علم في اللغه etc. Voilà. Donc, tout cela, en rendant hommage et en donnant un peu l'idée de l'importance quantitative de ce que nous héritons, mon intervention va prendre donc deux parties. Une première partie qui va aborder le processus dont on a parlé, pluriséculaire de la construction du patrimoine musical andalou. Et la deuxième partie va effectivement aborder, là on va effectivement mettre en application tout ce qu'on a raconté à travers le champ de l'ouvrage. Donc première partie, construction pluriséculaire. Il est à noter que déjà dans la phase d'avant la Reconquista, les Andalous sont passés, dans la phase d'avant, les Andalous sont passés du mimétisme culturel, ont copié ce qui se passait de chaque, pour imposer progressivement leur propre marque. Et on va voir ça aussi bien au niveau de la musique qu'au niveau de la poésie. Et quelqu'un m'a dit, et ça me semble très logique, que la musique andalouse que nous chantons maintenant, c'est elle qui est la musique arabe originelle. الموسيقى العربية القديمة هي اللي كانوا يغنيوا بالموسيقى الأندلسية. علاش؟ Parce que la musique arabe, c'était quoi? C'était le Qindi. Le Qindi, c'est un grand penseur qui a traduit effectivement quoi? Qui a traduit les intervalles de Pythagore, qui a traduit Gallienus, c'est-à-dire celui qui mettait en relation la musique et les tempéraments. Et il a effectivement élaboré sa propre thèse, mais à travers les intervalles de Pythagore, chose que nous sommes bien. On n'a pas de quart de ton, mais on n'a pas aussi quelque chose que je vois d'avoir de plus en plus fréquent chez les orchestres, les vibratos. Nous avons des notes claires, la clarté et la simplicité des notes. Mais peut-être que, et en plus, il y a beaucoup de monde, et on va le voir, qui sont venus de chaque l'Andalus comme compositeurs. Et ils ont composé quoi? Sur le modèle de l'Andalus. Mais ils n'ont pas appris sur le modèle, ils ont appris leur modèle qui correspondait au modèle de l'Andalus. Il n'y avait pas une grande rupture entre la musique orientale et la musique occidentale. Entre l'Andalusia et la musique arabe qadima. La musique arabe qadima, elle a été certainement influencée par les tonalités perses, par les tonalités hindoues, par les environnements, qui ont permis effectivement de donner quelque chose de très beau. Voilà qu'ici, d'après moi, c'est la musique andalouse. Donc, premièrement, on a pu préserver ça pendant 1000 ans. Et en plus, ils ont effectivement contribué, on va voir comment des Arabes, des noms d'Arabes, Skandaria, Lianan, on va le voir, qui ont participé à l'élaboration de cette musique et qui sont des gens qui viennent d'Orient, c'est-à-dire qui ont composé selon le modèle andalou. Et ce modèle, je répète, ne leur a pas été imposé. Ils sont venus parce qu'ils étaient déjà brillants dans un modèle similaire au modèle andalou.
Ça c'est ma théorie. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'intime conviction comme quoi la musique andalouse, c'est la musique arabe originelle, ancienne. Donc, on a que, au début, c'était un mimétisme. Et après, ce mimétisme, ils ont imposé leur propre marque. Ce mimétisme a pris forme au IXe siècle, avec des échanges, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une intensité remarquable entre l'Andalous et l'Empire abbasside. Ces échanges ont commencé par être marqués par un afflux de chanteurs, de musiciens, comme je l'ai dit, parmi lesquels figure Zriab, qui s'installait, figurerait, hein, je mets ça au conditionnel, figurerait Zriab. Parce qu'on a l'importance, j'ai l'impression que Zriab a été un génie, mais pas un génie selon la manière dont on l'a raconté. C'est trop. Je crois qu'il y a une génération de Zriab, des gens qui sont venus au même moment que Zriab, peut-être. Zriab a été un génie, mais il n'était pas doué dans tous les domaines, jusqu'à la cuisine, jusqu'à l'habillement, jusqu'à... Je crois que c'est une manière de raconter un peu un apport nouveau, les jeunes chats, et qui a été considérable, mais qu'on a nommé par quelqu'un qui s'appelait Zriab. Je ne dis pas qu'il n'a pas existé, ça, je n'en sais rien, parce que nous n'avons pas de témoignage de gens contemporains de Zriab. Le seul témoignage dont on dispose de Zriab, c'est un siècle après. C'est Ibn Hayyan, Razi, c'est des gens qui sont venus bien après Zriab, qui n'ont pas été ses contemporains, donc ça pose un problème. Donc c'est pour ça que je préfère qu'on parle de génération Zriab plutôt que la personne de Zriab, qui aurait pu être quelqu'un de brillant, mais... Donc, ils sont venus s'installer à Bordeaux, et bien sûr, ils vont influencer les grands centres de culture du Macharek à Rottenberg. Donc, à Déjà, ils ont eu des élèves andalous, et ces élèves andalous sont allés apprendre le Macharek pour revenir à l'Andalou, avec un apport du Macharek dans le cadre de la musique. Donc, ce qui est important, c'est que ce va-et-vient entre le Macharek et le Maghreb ne posait pas de problème. Si la musique orientale était tellement différente de la musique andalouse, il n'y aurait pas cet échange aussi fluide, aussi perceptible. Donc tout ça, ça va dans le sens de l'hypothèse que j'ai dit, c'est que la musique, notre musique, c'est la musique arabe ancienne, originelle. Donc, quant à l'affirmation de l'Andalous, elle va s'imposer progressivement vers le Xe et XIe siècle, en particulier dans le domaine de la poésie, avec des auteurs comme Ibn Hazm. L'apport d'Ibn Hazm, c'est qu'il a élaboré une conception de ce qu'on... un mode poétique, un grand poète ici présent, si je dis, c'est l'amour courtois. L'amour courtois, c'est une manière particulière de chanter la bien-aimée ou la bien-aimée. Et dans cette dimension de l'amour courtois, bon, quelques citations donc, que j'ai relevées et que nous retrouvons dans la musique andalouse, que nous retrouvons dans les snahs de la musique andalouse. Pas tous, toutes les snahs, mais nous les retrouvons. Donc, Naya, c'est maintenant quelques citations, et laisser choisir contre tous les autres un seul être qui est bon, moi, l'idée, c'est que l'amour est aussi une religion. Pas une religion au sens, c'est-à-dire que nous adorons Dieu aussi à travers l'amour. Aimer, pas nécessairement aimer son prochain, mais on peut aimer Dieu. L'amour est quelque chose d'important. Donc voilà un rapport d'El-Zriab. Il n'y avait pas que Ibn Hazm, il y avait aussi Ibn Souhaib. Et il y avait aussi la poétesse Ouellada, je ne sais pas si vous la connaissez, elle aussi elle a contribué énormément à
à l'enrichissement de cette approche de l'amour courtois. Et entre parenthèses, à la lecture du Haïk, le Kunnaj, on l'appelle Haïk, c'est comme un réfrigérateur qu'on appelle frigidaire parce que c'est la marque frigidaire. Le Haïk, donc ce Kunnaj-là, il va témoigner, comme je l'ai dit, de ces différents modes de poésie, et il va englober à la fois les poèmes de l'amour courtois, mais aussi quelque chose de nouveau qui va s'ajouter. C'est Zajal. Zajal, c'est quelque chose de nouveau qui s'est ajouté pendant la période de et qui se rapproche plus de l'arabe dialectal avec lequel nous parlons. Et bien entendu, en plus du Zajal, c'est pendant la période andalouse, le Mouachah. Le Mouachah, c'est quelque chose qui a été effectivement, c'est une forme poétique qui a été inventée par le poète aveugle de la contrée d'Al-Qadra au Xe siècle, Smito Muqaddam al Qadri. Donc c'est lui qui a apporté l'innovation poétique qui s'appelle Mouachah. Et Qadri a vécu au Xe siècle. Donc, poème d'amour courtois, Mouachah, Ghazal, tout ça, nous allons le trouver dans les chants de la musique andalouse, à travers plusieurs snahs, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres formes poétiques, mais qui sont pas très significatives. Alors, qu'en est-il de la musique? Nous avons parlé de la poésie et de la musique. Alors, permettez-moi de vous dire que la musique andalouse, maroco-andalouse, arabo-andalouse, appelez-la comme vous voulez, elle s'est inspirée de trois écoles, trois grandes écoles. L'école arabe, musicalement parlant, l'école berbère, le style berbère, je vais vous donner quelques exemples, et le style ibère, arabe, berbère, ibère, que nous avons trouvé dans la musique andalouse. Et je vais vous donner des exemples. Donc, le mode ibère, on s'est inspiré du mode grégorien. La musique grégorienne, c'est des chants qu'on chantait dans les cérémonies religieuses, etc. Avant l'arrivée des Arabes et après l'arrivée des Arabes, c'est-à-dire parce qu'il y avait quand même une certaine symbiose entre les Arabes, les chrétiens, etc. à un certain moment. Après, les choses se sont gâtées, mais il y avait une symbiose. Donc on va retrouver le chant grégorien, on va retrouver le chant ibère, le chant pentatonique, c'est-à-dire les mots pentatoniques qui sont les chants berbères, et le chant arabe qu'on va retrouver. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple du modèle grégorien dans la musique andalouse. Une sonate qui s'appelle Binorika Awdaht al-Huda liman ihtada. Et regardez la beauté de la poésie, c'est comment on chante le prophète. Et ça aussi, c'est une marque très intéressante dans ce qu'on appelle le chant panagélique dans la musique andalouse. C'est que le prophète est chanté avec c'est pas dramatique. On aime dans la joie. C'est très particulier. Donc je vais vous donner un exemple du mode grégorien.
ça ressemble à la musique grégorienne, on peut la chanter. S'il y avait un chœur, ça aurait donné quelque chose là-bas, tu te croirais dans une église. Alors revenons à nos amis berbères. On retrouve un peu la tonalité berbère. Certainement, ça a été aussi déformé dans le temps, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus directement pentatonique, mais avec les transmissions orales, bon, les choses changent. Mais on retrouve un fondement berbère dans la musique andalouse. Donc je continue maintenant. La troisième dimension de la musique en arabe, on va la retrouver partout, donc elle est beaucoup plus dominante que la musique, que le monde berbère. Alors, toujours en matière de musique, donc on a vu que pendant la période andalouse, il y a eu un changement. Il y a eu une étape où, bon, là, il y a des modèles, l'imitation un peu des modèles orientaux, mais après, il y a eu une confirmation de notre style, du style andalou originel. Donc, il y a une deuxième caractéristique, donc on avait dit que c'est une musique urbaine, c'est une musique qui chante andalous, non pas en tant que paradis perdu, mais en tant que paradis tel qu'il a été vécu. Et puis, bon, il y a aussi la nature des mutations, le changement qui s'est passé pendant la période andalouse. C'est qu'il y avait une relation entre tambour et tabaret dans la musique. On est passé progressivement, on a gardé tambour et tabaret pour aller vers quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est-à-dire que nous chantons en fonction des stations du soleil dans le jour, et aussi des périodes, comme on va le voir tout à l'heure, des étapes dans la nuit. C'est que la nuit n'est pas homogène. La nuit a plusieurs étapes. Donc on va le voir à Tchékoulou. L'essentiel, c'est qu'on a un paradigme d'origine qui était Tobo Tabaer, tel qu'il a été enseigné par Kindi, par l'école de Kindi, etc. Et on passe à un autre paradigme, c'est-à-dire en reprenant la musique qui se basait sur les modes et les tempéraments, pour passer à une autre forme d'expression musicale, et qui garde l'ancienne, mais qui se met à chanter les moments du jour et les moments de la nuit. Et ce qui est intéressant, c'est que les moments du jour ou de la nuit ne sont pas étrangers à notre perception de ces moments. Nous sommes plus romantiques à un certain moment, nous sommes plus énergiques à un autre, et on va voir tout ça, mais l'essentiel, je raconte des évidences, mais nous ne sommes pas la même personne pendant une même journée. Chacun d'ailleurs en plus a son horloge biologique, etc. Mais nous avons des perceptions qui changent en fonction de la luminosité. Donc, on est passé de l'étape à l'étape. Troisième étape, c'est que les compositeurs ont commencé à découvrir, parce qu'au début, il y avait 4 modes. 4 modes. Dei, le Zmoum, le Maïla, le Zaydan. C'est les 4 modes de base.
petit à petit, il y a des mots dérivés qui sont venus enrichir ces 4 mots de base. Donc on est passé de 4 à 21 mots. Donc vous voyez, pendant la période andalouse, il y a eu une évolution. Et cette évolution, elle va se continuer même après la période andalouse. Et je répète, hein, s'il y a une seule vérité dans le patrimoine là, c'est le changement. Mais c'est un changement, comme je l'ai dit, c'est un changement très discret. Il n'y a pas de rupture dans notre histoire. D'ailleurs, que ce soit dans la musique ou ailleurs, il n'y a pas de rupture. On ne sait pas faire là. Ce n'est pas notre manière. Nous changeons, même aujourd'hui, nous changeons d'une manière très subtile, et c'est une particularité culturelle. Donc, un des changements au niveau de la musique, il y a une seule constante dans ces changements, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, les compositeurs ne composaient pas, ne prenaient pas le poème et le composaient comme on le fait maintenant. Maintenant, on prend un poème, on peut l'avoir au Qatar ou le poème. Andalous, non. C'était d'abord la musique et on cherchait la poésie qui correspondait à cette musique. La musique est première. D'ailleurs, ce qui explique que parfois, il y a un etc. Parce que tout simplement, à l'origine, on n'a pas composé Télétan, non. Alors, ils ont aussi un sens. Mais on a composé de la musique. Et ça revient aussi, c'est cohérent avec les modèles de base originels de la musique andalouse. La relation entre Tobo et Tabaé, elle s'appuie sur la note, sur la mélodie, pas sur la poésie. Chaque mot, une mélodie, va impacter la perception de la personne. C'était ça l'ancienne école. Et on retrouve effectivement cette continuité. Donc, la musique d'abord, la poésie ensuite, comme je l'ai dit, on va la retrouver. Il y a pas mal de la plupart de ce qu'on appelle le shurul, puis le shurul, c'est-à-dire le taraté. La plupart, à l'écono, effectivement, on a composé la musique et on a trouvé la poésie qui correspondait parfois à cette musique, et parfois, comme je l'ai dit, avec la menace de l'oubli, on prenait aussi des poèmes qui étaient très connus, qu'on calquait à une forme musicale particulière. Donc cet élan de développement de la musique, qui s'est développé, a été stimulé aussi par une période très intéressante de l'histoire de l'Andalous, c'est les rois Taïfa, Moulouk Tawaïf. C'est un moment d'éclosion intense de la poésie, de la musique, de l'art en général. Moulouk Tawaïf, c'est une période très très importante et qui était un peu Moulouk Tawaïf, c'est-à-dire c'est un moment où l'empire omeyyade s'est disloqué à travers plusieurs petits royaumes. C'est-à-dire c'est un moment de crise. Et c'est ce moment de crise qui a donné une résurgence culturelle, mélodique, poétique, etc., exceptionnelle dans la période andalouse. Donc on va assister aussi, grâce à ces rois de Taïfa, qui étaient généreux et qui étaient très mélomanes, à un attrait des musiciens de par le monde, rencontrés, rencontrés. Donc un grand nombre de poètes qui sont venus s'installer au niveau de la musique, au niveau de l'Andalous. Là, je m'excuse, hein, je suis un peu dépassé par la technologie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'amour courtois. Hein? Les poésies de l'amour courtois, et il y avait l'amour comme religion, effectivement. On la retrouve au niveau de l'Ala. Al-hubbu dini, fala abdu bihi badala. والحسن ملك مطاع جار أم عدلا ولا حول والنفس غرت ولكن فيك الدل غرع من la traduction en français والذل مر ولكن في رضاك حلا سيري اللي غدا
Donc, Tawarif qui ont attiré énormément d'artistes, de compositeurs, de différentes contrées du monde arabe. Et j'ai fait, à partir d'un ouvrage de quelqu'un qui est très connu, dans son introduction, il avait effectivement donné la liste des compositeurs, des découvreurs, si vous voulez, des différents modes dérivés. مشتق على الاصل. Donc, j'ai fait une statistique. Donc, vous voyez, d'origine inconnue, ils sont trois, andalous. Alors, j'ai pris l'hypothèse selon le nom de leur patronyme. Donc, vous allez le voir. C'est-à-dire, elle a smith le Yémeni, elle a smith le Dimashqi, etc. Donc, je fais l'hypothèse qu'il est venu du Yémen ou de lui. C'est qu'une hypothèse, ça vaut ce que ça vaut. Donc, il y a de Sousse, d'Alexandrie, d'Éthiopie, de l'Irak, Isfahan, Perse, Yémen. Alors, j'ai effectivement les noms de ces noms-là, à travers les différentes lougas. Maintenant, nous prenons la louga dans l'Imaya, voilà le tombeau Diala qui sont à droite, et voilà les compositeurs de ces tombeaux. Donc, عندنا هنايا راه المايا، عندنا لغة الصبيان، لغة المايا. Alors, maintenant, كتلقى كيقول لك طبعا السيكا. On ne sait pas pourquoi on dit Seka. Seka parce que le compositeur سميتو سيكا. هو طبعا سيكا بن تميم العراقي. بحال مثلا طبعا حجاز ومخرج له سميتو حجاز بن طارق بن حجاز. Ça ne veut pas dire qu'il nous vient d'Orient. Celui qui l'a composé s'appelle Hijaz. Et ça prête à confusion. On croirait que la musique orientale, elle était composée sur le mot Hijaz. Non, ouais, il s'appelait Hijaz, donc ils ont gardé son nom. Là, ce que nous allons chanter, c'est Douma de Ushaq. Alors, avec Tabar Ushaq, et ça c'est un peu amusant. Celui qui a inventé s'appelle Ushaq bin Ghargha Malikoul Ifranj. Alors, ça veut dire Ushaq bin Ghargha. Peut-être que c'est un seigneur franc qui عشاق ما عندناش عشاق باللغه العربيه عشاق وشحال الناس كيتحملوا النوبات بالعشاق دي زامورور انا كلها دي زامورور نوبات بالعشاق نو سي عشاق هو هذا سميتو عشاق بحال اللي شفنا في السيكا مولاها سميتو سيكا بحال اللي شفنا في الحجاز الكبير مولاها سميتو حجاز سي تو سامبلومون سا et ça nous permet un peu de relativiser, de mieux préciser notre perception de cette musique. Donc, on a deux compositeurs qui sont dans le Ushaq, qui sont dans le Ushaq, le philosophe, nous Cordoba, donc c'est un nom d'Alou, ou qui est dans le Ushaq, le Ushaq, c'est étrange. Le Ushaq, ça doit être Jacques, Grégoire, Seigneur des Francs, je ne sais pas. Mais il m'a dit que l'Arabia, Ushaq, Malikoul Ifranj. Et puis, donc, on a le Tabaroun d'Idée, donc c'est un roi de philosophe, ou on a le Tabaroun d'Idée, les ravis chauffent tout à l'heure de manière plus précise. Zé Montari, donc, d'après les patronymes, on voit que c'est des gens qui sont venus des contrées plus ou moins lointaines d'Andalous. Donc, Andalous était peut-être, en son temps, un centre culturel important et a attiré une métropole culturelle importante et a attiré les compositeurs des différentes contrées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà les étapes pendant la période andalouse. Après la période andalouse, le changement a continué, mais pas avec les mêmes, la même intensité. Il y a eu, bon, on a découvert les Bruala
Voilà, c'est des poésies chantées sur le dialectal. Et là aussi, ça me pose question. J'ai une question là, mais ma question, c'est qu'il se peut que اللي كناخذ البروله كتركز على اللحن الملحون. دونك الملحون كيظهر لي ماشي غير الملحون عطانا الاندلسيه نون سولمون في البروله مي بوتيتر ميم كنلقاو واحد في الصناعع اخرى كتلقى كيلكو مارك للملحون qui a rapporté à la musique andalouse. C'est-à-dire que le Maroc a donné, d'ailleurs, mon maître, il me disait, dans la musique andalouse, il y a quatre typologies. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps d'approfondir ça. Et la musique qui a été composée par Andalous, par les gens de l'Andalous sur le modèle andalous. Il y a la musique qui a été composée par les Marocains sur le modèle andalous, c'est-à-dire géographiquement parlant. Il y a la musique qui a été composée par les Andalous sur le modèle marocain, c'est-à-dire peut-être le téléphone, etc. Et il y a la musique qui est composée par les Marocains sur le modèle marocain, c'est-à-dire le Lhoun à 100%. Il y a moi je trouve que c'est quelque chose qui est très proche de Lhoun. Et je crois que le Lhoun a donné à la musique andalouse. Et il y a peut-être la relation inverse, la musique a donné, mais il y a effectivement une interchangeabilité. Donc, tout cela, on a appelé le Douala. Je vais vous donner un exemple de Douala. Bon, je préfère garder. je n'ose pas. Donc le Douala, c'est un chant, c'est une poésie qui est faite avec Zageb, Laurent Dalija, et qui est très très belle. Il y a des compositions mélodiques extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'elles n'ont rien à envier avec les compositions de l'Andalous. Donc tout cela, effectivement, a permis d'être synthétisé dans un apport considérable. Ça, on ne va pas personnaliser, c'est Zariab, peut-être qu'il y a eu une génération de Zariab, peut-être qu'il y a eu une génération de Loubaja. D'ailleurs, c'est droit de Baki qui est là. الرياض بن بجة الرياض بن بجة باقي le thème il est dans les traditions باقي زعما la mémoire elle reste encore vivante. Bnou Belja était un grand philosophe comme vous allez le voir et c'est quelqu'un qui a organisé la musique andalouse. Il l'a organisé de manière à ce que imaginez des compositions extrêmement diverses mais qui n'était pas structuré. Et grâce à son apport, il a pu structurer toutes ces compositions en nouba, en misère, c'est-à-dire le rythme, et ça a permis effectivement à la musique d'avoir une visibilité beaucoup plus claire que de chanter les partitions l'une après l'autre. Donc Bnou Belja a été aussi d'un apport extrêmement important, c'est que lorsqu'il prend le mizan, il le divisait en quatre. D'ailleurs, dans la musique andalouse, il y a toujours le chiffre 4. Il le divisait en quatre. Il y a une sdera, il y a une pantra, c'est-à-dire on change un peu le rythme, il y a une séraph, ou quelque chose que les musiciens d'avant ما كيهضروش عليها، الطفل، صنع الطفل. صنع الطفل اللي هكا تشد الميزان. La preuve, lorsque ma كيكونش تصنع الطفل، مثلا pour ceux qui connaissent الآلة، اللي حافظين الحفاضة، الطايحين الحاجات الكبير ما عندوش طفل. Alors ملي كيخرجوا في راس الدين. Parce que tout simplement, et qui n'a rien à voir, c'est une aberration méthodologique. Parce que كنا في الحجاز دخلنا في راس الدين. Et علاش؟ parce que tout simplement c'est un ميزان، donc صنع الطفل ما كايناش. Et il y a mon maître qui a appelé, mon maître Jamali, il a effectivement introduit صنع الطفل في الطيعيس كيف كنقول بالله عليك يا بوياتي هذيك صنع الطفل كتشد الميزان et là le mizan est complet, il n'a pas besoin d'aller chercher la fin ailleurs. Donc صنع الطفل est très importante, ça c'est pour les.
Et en plus, donc, Ibn Baja a apporté une méthodologie, une structuration, et petit à petit, on a vu la prolifération de ce qu'on appelle le Kunnash, Kananish. C'est-à-dire, elle est écrite. Mais ces Kananish, c'était des popistes qui les ont préparés pour des mélomanes fortunés, parce que c'était eux qui pouvaient payer les popistes pour effectivement avoir un Kunnash. Ce n'était pas évident. La multiplication des Kunnash n'est venue que très très tard, hein, avec l'introduction de l'imprimerie au Maroc. Mais c'est très tard. Hein. L'imprimerie a eu du mal d'ailleurs à rentrer au Maroc, vous le savez. On a le ulama, on a l'Oustra, c'était pas une évidence qu'on ait une imprimerie au Maroc. Donc voilà. Ainsi, donc, petit à petit, le Kunnash, et petit à petit s'est développé aussi les termes musicaux, lexicographiques. Ça aussi, ça n'existait pas à une période andalouse. C'est quelque chose qui s'est développé petit à petit, même là-bas, pendant des siècles. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé brutalement. Donc, on a une lexicographie, on a doigt, on a donc c'est la circonvolution rythmique. On va le voir tout à l'heure. On a des tas de termes très, très techniques, très élaborés. Tout ça, c'est une lexicographie qui a été effectivement développée à travers le temps et qui nous est arrivée de manière structurée, grâce à Ibn Baja, qui a permis effectivement à elle de devenir une musique savante. L'époque zérière, la musique était une science, au même titre que les mathématiques, la médecine, etc. Ça, c'était au moment de zérière. On hérite de cet apport, mais il va être, grâce à l'apport de Ibn Baja, c'est elle qui est devenue une musique savante, dans le cadre de la musique ancienne. Donc, il y a une menace, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cet apport qui s'est construit à travers les siècles, petit à petit. Il a toujours eu comme menace principale, c'est l'oubli. L'oubli d'une musique qui n'était pas écrite. Ben, imaginez, mettez-vous, là-bas, je le tiens chapeau. Des gens qui pouvaient mémoriser des heures et des heures de musique sans qu'elle soit écrite, sans qu'elle soit enregistrée. C'est pas évident du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élaboré une méthodologie. On va la voir tout à l'heure. Cette méthodologie a permis effectivement de préserver un acquis menacé constamment par l'oubli. D'ailleurs, même nous-mêmes, et comment ils ont pu la préserver pendant des siècles. Ah, c'est pas évident. Et pourtant, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait grâce à quoi? Grâce à une méthode, grâce à une ambition, grâce à des efforts terribles, et qui ont permis effectivement à cette musique de survivre jusqu'à nos jours. Cependant, le problème, c'est qu'on a été tellement fixé sur la mélodie, sur la mémoire, qu'on a oublié de donner du sens à ce que nous chantons. Ça, c'est notre problème. C'est-à-dire que c'est la mémoire qui a pris le tout. Donner le signifié au signifiant, notre pratique. Et c'est complètement disloqué dans le temps. Et nous la retrouvons même maintenant. Nous héritons actuellement une mémorisation implacable, mais il y a un problème de signifié et de signifiant entre le sna et ce qu'elle raconte, ce qu'elle représente, ce qu'elle dit, ce qu'elle suggère. Tout ça. Et le problème, c'est qu'on a pris une très mauvaise habitude, c'est de chanter misane par misane, 30 sna, 40 sna, c'est du quantitatif. Les gens, donc les anciens chantaient 3, 4 sna, c'est tout. Une sna, c'est tout. Ah là, je me rappelle, oui, je l'ai dit, mais il y avait Moulay Hamid Lobili, qui avait rien dit, mais c'est quoi? C'était des petites partitions. Juste 3 sna, ماشي كنهبطوا على الميزان فيه 3 سوايع
lorsque nous faisons ça, c'est très bien, ça permet de préserver, et maintenant enlever autre chose. Donner du sens à ce que nous savons, nous chantons. Donc, la focalisation, elle s'est faite au détriment de la relation entre le signifié et le signifiant de la musique. Le signifié et le signifiant, c'est-à-dire le contenu et le contenant. Le signifié, c'est sna. Elle se présente comme ça, le signal, le coursier, etc. Nous savons, on a appris mais le signifiant de sna, qu'est-ce qu'elle raconte? Tout ça, ça a été perdu dans le temps, mais maintenant, nous avons les moyens de le faire revivre. Alors,